Benjamin Lucas, merci d'être avec nous ce matin, un 15 août. Vous êtes député écologiste des Yvelines, écologiste et social, membre donc du NFP. Ben justement, votre candidate à Matignon, Lucie Castet, pour le NFP, elle a fait tenu une interview, on va parler en bon français, hier, dans laquelle elle dit que, par exemple, la hausse du SMIC à 1 600 €, c'est un horizon. Est-ce que ça veut dire que pour être nommée à Matignon, elle est prête à abandonner une partie du programme du NFP ou de repousser celui-ci à un horizon, donc au calendrier grec? Non, je n'interprète pas comme vous cette interview. Elle est lucide sur la difficulté de la tâche. Elle est lucide sur le fait que nous n'avons pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut d'abord que le président de la République reconnaisse la réalité de la composition de l'Assemblée nationale. Et ensuite, chaque texte, chaque sujet sera pour nous une bataille en respectant la démocratie parlementaire. Nous ne gouvernerons pas à coup de 49-3 comme l'a fait M. Macron ces dernières années. Mais est-ce que vous gouvernerez avec des projets de loi? Parce que Mme Castet, elle dit finalement, si on n'a pas de majorité, on gouvernera avec des décrets. C'est un peu la même chose que de gouverner avec des 49-3. C'est-à-dire qu'on ne gouverne pas en passant par l'Assemblée nationale. Écoutez, il est arrivé que même des gouvernements qui avaient la majorité absolue fassent des décrets. Je crois qu'il y a des urgences aujourd'hui liées au pouvoir d'achat de nos compatriotes, des classes moyennes et des classes populaires, liées à la transition écologique, qui peuvent nécessiter des décrets, évidemment dans le respect absolu des prérogatives du Parlement. Néanmoins, pour revenir à cette interview, en effet, elle dit sur le fond rien de différent. Elle a toujours dit, dès l'entrée en campagne en juillet, que l'idée c'était de convaincre texte après texte et loi après loi pour obtenir une majorité. Comme ça se fait dans tous les parlements, d'ailleurs, dans les grandes démocraties. Absolument. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un changement de tonalité? Parce que fin juillet, quand elle arrive, elle a dit Emmanuel Macron doit me nommer à Matignon, nous avons gagné l'élection. Là, les groupes du NFP ont envoyé une lettre aux autres partis membres de l'Assemblée pour discuter ensemble. Voilà, il semble d'être moins manichéen. À la fin du mois de juillet. En fait, il y a deux sujets différents. Il y a d'abord le sujet de la composition du gouvernement, et là, nous sommes extrêmement fermes. Le président de la République doit reconnaître la réalité politique. La question, c'est Emmanuel Macron est-il encore un républicain? Est-il encore un républicain capable de reconnaître que les Françaises et les Français ont souhaité la cohabitation, qu'une force est en tête au Parlement, qu'une coalition cohérente est en tête au Parlement, que c'est le nouveau Front populaire, et que donc c'est à elle de gouverner? Ça, c'est évidemment intangible. Et puis ensuite, nous sommes extrêmement lucides. Une fois que le président de la République aura fait son devoir, sur la difficulté de la tâche et sur la nécessité pour nous d'être convaincants à l'Assemblée nationale. Vous avez la question, est-il encore républicain parce qu'il n'a pas encore nommé quelqu'un à Matignon? Vous considérez qu'il ne l'est plus ou qu'il est à une frontière, qu'il va basculer dans autre chose? On est à quel moment? Parce qu'hier, par exemple, François Patriat, qui est le patron des sénateurs des partis d'Emmanuel Macron, il était à votre place, et il disait que lui, il s'attendait à une nomination début septembre. Ça serait trop long, ça? Pour répondre à votre question, être républicain, c'est reconnaître le résultat des élections. Ce n'est pas être dans le déni. Le résultat des élections, c'est que les Françaises et les Français ont rejeté aux élections européennes puis aux élections législatives le président de la République et son camp politique, la Macronie, qui est donc aujourd'hui confronté à une cohabitation. Et que dans une situation pareille, dans une démocratie, quand on n'est pas dans un régime autoritaire, ce n'est pas le pouvoir sortant qui désigne ses opposants, qui désigne ses remplaçants, qui choisit qui incarnera l'alternance. Or, le président de la République, depuis plusieurs semaines, se livre à un petit jeu de casting qui n'a pas sa place aujourd'hui dans ce qui doit être la traduction institutionnelle de la réalité parlementaire. Le nouveau Front populaire a dit qui était sa candidate à Matignon, c'est Lucie Castet, et donc il doit nommer après Lucie 2 semaines, juste avant les Jeux. L'argument d'Emmanuel Macron, on ne peut pas changer le gouvernement pendant les Jeux. Bon, ça s'entendait. Il a fait de la politique lui-même pendant les Jeux, donc son argument ne tenait pas. Il s'est lui-même contredit, mais c'est vrai que ça lui arrive souvent. Il y a un article, une interview hier de Cécile Duflot, ancienne patron du Parti écologiste, ancienne ministre du Logement, qui maintenant dirige l'Oxfam, qui n'est pas quelqu'un de centre-gauche, on est d'accord, mais qui dit qu'il y a un objectif de lucidité, que le NFP ne peut pas dire qu'il peut gouverner seul et sans compromis sur le projet, sinon c'est une impasse. Et elle ajoute, en restant barricadé sur son îlot, le NFP prend le risque de pousser l'ensemble des députés de la Macronie à se résigner à une alliance avec la droite. Est-ce que c'est pas elle qui fait le bon constat, Cécile Duflot? Il faut en rabattre un peu, peut-être. Écoutez, tout ça me semble très théorique, parce que moi, je regarde la réalité de la composition de l'Assemblée nationale. Élargir notre coalition, pourquoi pas? Avec qui? Avec M. Darmanin et sa loi immigration? Avec Mme Berger et M. Kasbarian, qui ont passé leur temps à chasser les plus pauvres de nos concitoyens. Ça, ce sont les macronistes de droite. Avec Mme Borne, qui a gouverné à coup de 49-3 et a fait la réforme des retraites, qui est l'une des réformes les plus antisociales de ces dernières années. Vous allez me dire, avec l'aile gauche, mais où est-elle, cette aile gauche?
On ne l'a pas vu sur la réforme des retraites. Elle a été extrêmement timide sur la loi immigration. D'ailleurs, il n'y a qu'un député qui a rompu avec le camp macroniste, c'est M. Houllier. Tous les autres sont retournés à la maison. Donc moi, je regarde aussi lucidement ce qu'est la réalité du Parlement. Et donc là, on n'est pas, pardon, mais on ne va pas refaire le macronisme. On ne va pas réagréger des gens. On parle quand même d'orientation politique. La question du rapport au service public. Je comprends que M. Macron n'aime pas Mme Castet parce qu'elle a consacré tout son engagement citoyen à défendre les services publics quand lui les a affaiblis. La question du rapport à la lutte contre la pauvreté. La question de la retraite, du départ à la Madame retraite. Duflot dit que votre discours, c'est un manque de lucidité. Non, mais ce qui est un manque de lucidité, je crois, aujourd'hui, sans rentrer dans des polémiques inutiles avec Cécile Duflot, que je respecte énormément et avec qui je partage tous les combats, je ne vois pas aujourd'hui, il y a une majorité absolue disponible pour personne. Si on arrête de raconter des histoires aux gens, il n'y a aucune configuration, aucun calcul, aucun puzzle, aucune tambouille d'arrière-cuisine qui donne une majorité absolue à qui que ce soit. Et donc, dans cette situation de confusion, il faut gouverner avec des principes. Il faut décider avec des principes. Ce principe, c'est de confier à la force arrivée en tête le soin de gouverner. Et ensuite, et vous l'avez dit vous-même, celle-ci de faire des compromis, quitte à ne pas mettre en place tout le programme. C'est pas des compromis, c'est reconnaître la réalité d'un débat parlementaire. Vous savez, sur chaque texte, qu'il soit proposé par des parlementaires, qu'il soit proposé par le gouvernement, il y a une discussion, il y a des amendements et il y a un texte et des propositions qui évoluent. Nous, évidemment, par contre, vous savez, notre programme, c'est pas un totem. Quand on dit qu'on veut défendre notre programme, c'est pas parce que c'est le nôtre et parce que c'est nous qui l'avons écrit. C'est parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il répond à des urgences. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat pour les classes populaires et les classes moyennes de ce pays, c'est une urgence vitale. Le passage à la caisse du supermarché est un calvaire pour nos concitoyens. Aujourd'hui, on a des exemples de villages entiers qui sont privés d'eau dans notre pays. La question de la transition écologique, c'est pas un totem, c'est une réalité, une urgence vitale pour le pays. Le pouvoir d'achat, ça se traite notamment au niveau du budget. Justement, on a appris que Gabriel Attal allait envoyer les lettres de cadrage au ministre sur le budget en expliquant que ces lettres de cadrage, elles vont respecter les engagements de l'État, donc plutôt pour aller vers moins de déficit, mais sans préempter les arbitrages et les directions qui pourront être prises par le futur gouvernement. Il se moque du monde. Ah bon ? Il se moque du monde. Enfin, vous avez un gouvernement dont je rappelle qu'il a été démissionné uniquement, en fait, quand on voit, puisqu'Emmanuel Macron n'avait pas l'intention de le remplacer, donc il a accepté la démission du gouvernement uniquement pour pouvoir truander l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale et empêcher le NFP. Madame Braun, écoutez, c'est mon interprétation. Voilà, mais Madame Braun-Pivet gagne avec un écart de voix qui est inférieur au nombre de ministres qui donc sont encore ministres, qui ont pu voter. Vous avez actuellement... Il y a eu un recours au Conseil constitutionnel. Oui, mais le Conseil constitutionnel s'est lui-même déclaré incompétent parce que c'est l'Assemblée nationale. Bon, il faudra aussi changer tout ça dans la 6e République. On est en train de basculer dans le 3e Empire, là. Il faudra quand même remettre de la démocratie dans tout ça. Vous avez actuellement... Hier, vous compariez Macron à Emmanuel Trump, à Donald Trump. Maintenant, vous le comparez à Napoléon III. Comment appelez-vous un régime dans lequel vous avez un président de la Commission des affaires étrangères et européennes à l'Assemblée nationale qui est en même temps, fameux en même temps, ministre de l'Europe ? Pardon, mais la séparation des pouvoirs, pareil, c'était pas un totem, c'est pas une lubie. C'est même pas de gauche ou de droite. La séparation des pouvoirs, c'est un principe démocratique et constitutionnel. Donc vous avez là un gouvernement qui bafoue cela et qui, tout en étant démissionnaire, prend des décisions extrêmement politiques puisqu'il est en train d'organiser Gabriel Attal dit que c'est un budget d'austérité. Oui, mais il ne met pas en péril les arbitrages que pourront prendre les futurs ministres. On voit bien le délai pour présenter un budget et pour en débattre au Parlement. Vous savez, il faut que ce soit fait avant la fin de l'année. Le calendrier va pas s'arrêter parce que M. Macron décide de faire une partie de baignade à Brégançon. Finalement, pour reprendre une formule qu'on connaît bien, je dirais qu'on est dans une forme de coup d'État procrastinant. C'est-à-dire que M. Macron, en ne décidant pas, décide de bloquer les institutions pour s'accaparer l'ensemble des pouvoirs. Pour faire quoi ? Pour nommer un commissaire européen, M. Breton. Ce n'est pas des affaires courantes, c'est une décision grave. Pour organiser des dérogations au droit du travail et pour préparer un budget d'austérité qui est incompatible avec le souhait des Français de tourner la page de cette politique injuste et brutale. Ça doit être la semaine prochaine, la nomination de Lucie Castet-Matignon pour vous ? Mais ça aurait déjà dû être la semaine dernière. Donc évidemment, ça doit être le plus vite possible. Et c'est pour ça, M. Macron, on a eu la semaine dernière M. Bertrand, on a cette semaine M. Cazeneuve, on aura peut-être la semaine prochaine M. Raffarin ou M. Valls, que sais-je. La responsabilité du président de la République aujourd'hui, c'est pas d'organiser un casting. La responsabilité du président de la République, c'est pas de livrer une interprétation au doigt mouillé ou une interprétation de comptoir du résultat des élections législatives. C'est de faire son devoir et donc de reconnaître aujourd'hui qu'il y a une force qui est arrivée en tête, qui aura à faire ses preuves à l'Assemblée nationale, qui est le nouveau Front populaire, et d'accepter une cohabitation comme l'ont fait avant lui messieurs Chirac et Mitterrand. Juste un mot sur Paul Watson, le fondateur de l'association, l'ONG Sea Shepherd, qui va savoir aujourd'hui, alors qu'il est emprisonné au Groenland, est-ce qu'il va extrader au Japon, qui a fait un mandat
mandat international d'arrêt contre lui, puisqu'il lutte contre la chasse à la baleine des bateaux japonais. Le maire de Bordeaux a écrit à la ville du Japon avec lequel Bordeaux est jumelé pour essayer de faire pression. Emmanuel Macron doit faire pression pour qu'il soit libéré, non extradé. Oui, la présidente du groupe écologiste et social et l'ensemble des représentants du nouveau Front populaire ont exprimé leur souhait auprès du président de la République d'un soutien de la France à Paul Watson. Je crois qu'on a, dans le monde et en France, malheureusement, on l'a vu avec les discours de M. Darmanin sur l'écoterrorisme, une criminalisation des militants de la cause du climat, de la biodiversité, de la planète. Or, aujourd'hui, ce qui fait du mal à notre planète, à notre humanité commune, c'est la déforestation, c'est l'extinction de la biodiversité, c'est le réchauffement climatique. Ce ne sont pas celles et ceux qui luttent pour préserver le vivant et la planète. Et c'est également la fin de notre interview. Nous en sommes partis. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous.